à l'intérieur d'une contradiction quasi insurmontable. Si l'euro s'impose face au dollar, le dollar est ruiné et l'ordre du monde s'effondre. Mais si l'euro est miné, le dollar est également miné. Voilà quel est le chemin de crête, le système en équilibre instable dans lequel nous vivons. Tel est l'univers dans lequel prend place la révolution tunisienne. Sa racine est très profonde. Elle n'est pas seulement tunisienne. L'organisation des rapports sociaux qui ont conduit d'une part à l'alphabétisation de masse des Tunisiens, d'autre part à leur urbanisation, enfin à l'individualisation de leurs rapports sociaux, tout cela est le résultat d'un grand mouvement du monde lui-même, tant et si bien que, comme vous avez pu l'observer, les revendications qui sont nées de la désagrégation de l'ancien système ne sont ni des revendications tunisiennes, ni des revendications arabes, ni des revendications musulmanes, mais des revendications universelles, la santé, la paix, la prospérité, le droit au travail, le droit de vivre dignement de son salaire. Et ces revendications-là n'ont pas de nationalité, elles sont communes à tous les êtres humains, et elles font de votre révolution une révolution universelle. Voilà pourquoi j'en viens à présent à vous parler de cette révolution. Elle présente des caractéristiques communes avec tous les phénomènes auxquels nous sommes nous-mêmes confrontés. Ne croyez pas que la tyrannie d'une personne soit plus détestable que la tyrannie anonyme d'un système. La kleptocratie familiale n'est guère plus supportable que la kleptocratie d'un système. Lorsque la banque Goldman Sachs prend en échange d'un prêt qu'elle consent à Alcatel-Lucent, entreprise qui concentre l'essentiel du savoir-faire de ma patrie, en matière de télécommunications, industrie de pointe s'il en est une, lorsque la banque Goldman Sachs demande en garantie d'un prêt qu'elle consent à Alcatel-Lucent 27 000 brevets extraits de l'intelligence de mes compatriotes, qui fait qu'au premier accident, et croyez qu'ils sont capables de les organiser eux-mêmes, ces brevets et toute cette intelligence basculeraient hors des mains du contrôle collectif des Français qui ont sué sang et eau pour produire ces brevets. Croyez-vous que cela soit vraiment différent d'un couple à la tête d'un État qui s'empare progressivement de toutes les activités économiques d'un pays? Eh bien, c'est de même nature. La kleptocratie capitaliste, prédatrice du système bancaire, avide et cupide, sont de même nature que celle à laquelle vous avez été confrontés. Et nous ressentons la même indignation en voyant le fruit de notre travail changer de main de cette façon. Nous sommes indignés lorsque nous voyons que l'industrie pharmaceutique française, première au monde, résultant d'une industrie chimique pour l'essentiel nationalisée et réorganisée, du fait de l'activité populaire des Français et du programme commun de 1981, lorsque nous voyons l'entreprise Sanofi devenir la première capitalisation boursière française, au moment même où elle licencie des milliers de travailleurs à bac+10, nous sommes scandalisés par le gâchis qui en résulte. Lorsque nous voyons que dans les unités de recherche, des hommes, des femmes comme vous-même, préoccupés uniquement de molécules, qui parfois ignorent tout du monde qui les entoure tant ils sont captivés par le goût du travail bien fait qu'ils aiment faire, découvrent avec stupeur qu'on les prend par petits paquets et on leur demande dans combien de temps la molécule que vous êtes en train de travailler sera-t-elle disponible sur le marché. Si vous répondez 2 ans, vous avez perdu par rapport à celui qui dit 1 an. Si vous répondez 1 an, vous avez perdu par rapport à celui qui répond 6 mois. Tant et si bien que ce n'est pas l'intérêt humain, l'utilité sociale ou pharmacologique qui est en avant, mais uniquement la capacité de rentabiliser un investissement, que ces gens n'ont pas consenti, car ceux qui sont là à bac+10
ces femmes, ces hommes sont d'abord le résultat de l'effort collectif de la nation qui les a éduqués, formés et conduits jusqu'aux portes de ces laboratoires, éclairés, chauffés, logés, c'est-à-dire sont les enfants de la société tout entière avant de devenir la proie de quelques accapareurs. Voilà pourquoi nous sommes scandalisés, comme vous-même vous l'êtes. Scandalisés lorsque nous voyons, comme vous, dans les mêmes conditions que vous, se développer à travers toutes les catégories sociales, cette catégorie que l'humanité croyait avoir repoussée, qui s'appelle le précariat, mot que nous avons fabriqué avec le mot prolétaire et le mot précaire, c'est-à-dire des femmes, des hommes qui vendent modestement quelques fleurs sur le marché, ou qu'ils soient ingénieurs ou même médecins, architectes, enseignants, ce que vous voudrez, condamnés à aller d'un petit boulot à l'autre, occuper des emplois où ils sont surqualifiés, où celui qui est bac plus 5 remplace celui qui est à bac 0, ou à celui qui n'a pas le bac, et qui mérite lui aussi de vivre dignement, elle aussi mérite de vivre dignement de son travail. Voilà ce monde absurde où on a créé ce précariat, catégorie sociale destinée à faire peur à tout le monde dans la société, pour que tout le monde se tienne tranquille, tout le monde se taise, tout le monde ait une laisse autour du cou, et cette laisse, c'est la laisse des choses auxquelles nous sommes le plus attachés. Notre vie familiale, les devoirs que nous avons à l'égard de nos enfants, que nous devons éduquer, de notre famille à qui nous devons pourvoir au bien-être. Voilà pourquoi, dans la précarité, chacun se tait et subit son sort en silence. Et parfois, ici ou là, il se trouve une tête qui se révolte, une tête dure et qui entraîne tous les autres. Ah, ils savent bien ce qu'ils font quand ils nous tuent. Ils savent bien quand ils nous enlèvent Belaïd. Non seulement qu'ils font peur, mais pas seulement qu'ils font peur. Ils font taire une voix à laquelle peut-être vous n'auriez jamais songé avant les événements de la Révolution à faire confiance, mais que vous découvrez soudain parce qu'ils parlent clair, fort, haut, sans compromis, et dit les choses comme elles doivent être dites. Voilà de quoi ils ont peur par-dessus tout. Du courage, de la volonté, de la clarté dans l'expression et dans l'opposition. Voilà pourquoi ces traits communs à votre société et à la nôtre nous donnent un indice de ce qui est en train de se préparer dans les profondeurs de toutes les sociétés, et pas seulement de la société tunisienne, ni même de la société maghrébine. Regardez comment vous avez en commun ces caractères fortuits des déclenchements révolutionnaires. Ici en Tunisie, dans une région travaillée par l'agitation ouvrière et salariale, un homme se suicide. Et ce suicide déclenche, par un enchaînement de circonstances se tenant les unes aux autres, une grande révolution. Cet événement vous paraît tellement fortuit et inouï que vous vous dites « ça ne pouvait être que là et en Tunisie à cause d'eux et à cause d'eux ». Mais savez-vous qu'au Venezuela, la révolution a été déclenchée par l'augmentation d'un ticket de bus? Savez-vous qu'en Bolivie, la révolution a été déclenchée par l'augmentation du tarif de l'eau, qui a conduit les Indiens de l'Alto à descendre sur la Paz tous les jours jusqu'à ce que le gouvernement s'effondre, qui a conduit la population de Caracas dans une grande commotion, alors qu'elle avait tout accepté jusque-là du reste des plans de rigueur, à se révolter au point qu'on y envoya l'armée qui tira, car l'armée ne sait pas faire du maintien de l'ordre, ce n'est pas son métier. Savez-vous qu'en Argentine, où il y avait une commotion extrême de la classe ouvrière qui organisait ce que l'on appelait des piqueteros, c'est-à-dire des piquets qui, dans la rue, faisaient des prélèvements sur les voitures qui passaient, c'est vous dire l'état de désorganisation dans laquelle était ce pays, qui supportait pourtant tout cela. Un ami me disant, notre unique projet de vie consiste à survivre. Eh bien, dans ce pays, il aura suffi que le gouvernement décide de geler les économies de la classe moyenne supérieure pour que cette classe descende dans la rue avec des casseroles et batte jusqu'à ce que 4 présidents de la République s'effondrent en 1 mois et demi. Vous voyez, Tunisiens, Tunisiennes, que les événements fortuits déclenchent des événements très comparables d'un bout à l'autre de l'Atlantique, si bien que nous pouvons dire que votre révolution
est l'enfant de cette situation générale. Tant et si bien que vous n'êtes pas seulement le prolongement d'événements qui ont lieu dans le monde, sinon le signal avant-coureur des événements qui vont arriver inéluctablement dans le reste de la Méditerranée. C'est pourquoi votre révolution nous est si précieuse, votre succès si nécessaire. Ainsi que je l'ai dit une fois, à ceux qui ne veulent pas croire que la révolution tunisienne est intimement liée au destin de ma patrie et de celle qui nous environne, ils n'ont qu'à imaginer quelle serait la conséquence pour la France d'une victoire du projet politique des islamistes en Tunisie, pour avoir une idée de ce qui nous attendrait alors, car nous avons les mêmes. Les discours, au fond, nonobstant les habits de circonstance, confrontent partout dans le monde la même nature de projet. D'un côté, ceux qui affirment que le marché est indépassable et que par conséquent rien ne sert d'en discuter. Ce qui serait important serait d'organiser la société d'après les inégalités qui naturellement la traversent, à commencer par la première d'entre elles, la différence entre les hommes et les femmes, créant mécaniquement, spontanément paraît-il, une inégalité, et ainsi de suite. À l'inégalité entre hommes et femmes se superposerait l'inégalité entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ou ceux qui croient correctement et ceux qui croient incorrectement, et ainsi de suite. Tant et si bien que tout régime qui prétendrait organiser l'égalité serait par nature contre nature et donc violent, tandis que celui qui prendrait en compte ces inégalités et les épouserait serait lui de l'ordre de la bénévolence et de la bienveillance. Mais c'est le même discours ici et là-bas. Chez moi, Madame Le Pen prétend qu'il y a une différence évidente entre les musulmans et tous les autres. Leurs parents, il y a une génération, pensaient qu'il y avait une différence de la même nature entre les juifs et tous les autres. Et de cette façon, la communauté humaine, avant même d'avoir commencé à prendre en compte les grands défis qui lui sont communs du fait de son intérêt général, devrait d'abord commencer par se méfier du voisin et des empiétements de sa liberté sur soi-même. Voilà le piège dans lequel ceux qui veulent donner à la politique une base ethnique, religieuse, ou que sais-je encore, enferment la société tout entière, c'est-à-dire dans une impasse. Ce n'est pas seulement que notre sentiment de l'égalité, sentiment spontané qui nous anime, ou notre sentiment de la justice soit choqué. C'est que nous sommes paralysés face aux défis auxquels nous devons répondre. Car pendant qu'on se soucie de ces sottises, on ne s'occupe pas du reste. Ainsi a-t-on vu en France, en pleine campagne présidentielle, au moment où arrivait en débat la question du mécanisme européen de stabilité financière qui condamne ma patrie à des dizaines d'années d'austérité, un débat absurde commençait sur la manière d'abattre les animaux et de savoir si la viande était halal ou si elle ne l'était pas, comme si cette question présentait le moindre intérêt par rapport aux défis que nous avons à affronter. Mais en attendant, on peut dire que la manœuvre dans ce cas a réussi. Examinons à présent dans quelles conditions nous sommes conduits à affronter les défis que j'ai mentionnés tout à l'heure en traitant des trois bifurcations à l'œuvre dans le monde. Je viens d'évoquer, je ne m'y étendrai pas davantage, l'impasse que représentent ces orientations politiques à vocation religieuse ou ethnique, faisant tout d'un coup de folies obscurantistes des règles de la nature qu'il faudrait faire entrer de vive force dans la politique. Deux autres réponses sont à la disposition de l'humanité actuellement. La réponse néolibérale qui confie au marché le soin de développer les moyens qui nous permettent de vivre. Mes amis, nous pouvons voir quels en sont les résultats concrets. Je ne m'y étends pas davantage, mais je voudrais faire observer que le bonheur de parvenir au niveau de développement qui jusqu'à présent a été présenté comme un idéal à l'humanité tout entière vaut aux Chinois à présent d'être asphyxiés matin, midi et soir dans leur capitale. Tant et si bien que s'impose à l'observation la plus élémentaire
qu'il y a une limite écologique interne à ce mode de développement voulu par le néolibéralisme qui considère que le marché à lui seul est producteur de richesse et que nous n'avons aucun regard d'aucune sorte à porter sur les opportunités qu'il se donne. Et que la seule politique qui vaille est la politique de l'offre, celle qui considère que le seul problème que rencontrent nos économies serait le coût du travail, et non pas le coût du capital. Et que, si on réduit le coût du travail, en produisant n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, à la fin, il s'établira une sorte d'équilibre qui fera que tout le monde est content. Sera content. Je vous laisse apprécier. Je pense que votre présence dans cette salle est la réponse que vous donnez déjà à cette idée. Une autre idée se présente, celle qui a été portée historiquement par la social-démocratie internationale. Elle a représenté une alternative progressiste que l'on considérait comme plus intéressante que d'autres, dans la mesure où, du fait d'une certaine conception du socialisme, celui qui a été appelé socialisme réel s'est effondré. On a été moins attentif à l'effondrement du projet social-démocrate. Il contient en lui-même sa limitation. Pourquoi? À supposer que je crois à l'énoncé de ce qu'il dit, mais eux-mêmes n'y croient pas. Voici comment il est formulé. Les profits d'aujourd'hui seront les investissements de demain, qui seront les emplois d'après-demain. C'est la règle de M. Helmut Schmidt, social-démocrate allemand. Elle méconnaît totalement la réalité économique de notre époque. Les profits d'aujourd'hui seront les placements financiers de demain qui détruiront les emplois d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Voilà quelle est la forme du capital de notre époque. La seconde erreur résulte de l'énoncé même de la stratégie social-démocrate qui se dit réformiste. Cette stratégie dit il faut partager les fruits de la croissance. Écoutez bien cet énoncé. Il est en contradiction absolue avec les exigences de conservation de l'écosystème. Il suppose une expansion permanente de la croissance, qui est une aberration compte tenu des limites physiques de notre monde. Il se doute d'une erreur stratégique. Si l'on ne partage que les fruits de la croissance, cela signifie que l'accumulation antérieure est préservée. Ce n'est pas seulement une aberration du point de vue du partage que l'on pourrait opérer dès maintenant. Je rappelle que jamais mon pays, la France, n'a été aussi riche qu'il l'est en ce moment. Mais surtout, c'est une vision extrêmement étroite de la nature de l'accumulation du capital. Ce n'est pas seulement de la richesse accumulée, c'est un rapport de force sociale accumulée, qui ne touche pas à l'accumulation réalisée antérieurement, ne touche pas à ce rapport de force sociale antérieur. Le capital est un rapport social. J'espère me faire comprendre assez clairement pour montrer que dans la relation de l'écosocialisme à l'ancienne social-démocratie, ce qui est pointé du doigt, c'est la double impasse dans laquelle ce projet est enfermé. Impasse écologique, impasse économique. Ceci posé, voyons comment et pourquoi cette révolution citoyenne que vous êtes en train de vivre s'étendra aux autres pays de la Méditerranée. Et je ne vous parlerai pas du Maghreb, puisque je m'y trouve, et qu'on pourrait dire de mes propos qu'ils sont une incitation à l'émeute. Je vais donc vous parler de l'Europe. Le système européen nous condamne et vous condamne. L'Europe est le premier producteur de richesse du monde. L'Europe est entrée en récession, non du fait de je ne sais quelle turbulence atmosphérique, mais de décisions politiques. Des décisions politiques qui ont consisté à penser que la politique de l'offre étant ce qu'elle est, et la nécessité de préserver les cours de bourse à un niveau suffisant et de préserver la valeur de l'euro à un niveau suffisant pour satisfaire la demande des retraites par capitalisation de 15% de la population allemande
toute l'Europe est condamnée à l'austérité. Cette austérité produit pays après pays une récession, et cette récession vous atteint. Nécessairement, puisque votre premier partenaire économique, c'est l'Europe. Nous avons donc partie liée totalement en matière économique. Je vous adjure d'intervenir auprès de vos autorités pour ne pas signer l'accord dit privilégié de coopération entre l'Union européenne et la Tunisie. Ne signez pas. C'est votre condamnation à la mort lente. C'est un accord totalement déséquilibré qui fait de vous l'arrière-cour de l'Europe pour des productions à bas prix et qui fait de vous l'instrument d'un dumping social et fiscal insupportable pour les travailleurs européens, en même temps qu'il vous humilie et vous mortifiera en désertifiant et en accablant de pauvreté votre société. Vous n'en tirerez rien de bon. Il n'y a rien de bon à attendre d'un système de la concurrence libre et non faussée qui oppose chacun à l'humanité tout entière. Voilà quelle est la vérité de situation. Ceci posé, par quel bout nous prendre les problèmes. Un jour ou l'autre, la question n'est pas posée de savoir si cela se produira, mais quand cela se produira. La chaîne du néolibéralisme va craquer en Europe. Et l'effet domino qui s'est observé en Amérique du Sud, pour les mêmes raisons, se produira dans l'Europe. Et sans doute cela commencera par l'Europe du Sud. C'est-à-dire cet arc de pays qui est directement en face du Maghreb, la Grèce, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la France, où, à quel endroit? Je ne sais pas, mais je suis sûr que ça aura lieu. Aujourd'hui, la Grèce a été dévastée par 9 plans d'austérité successifs. Je me souviens qu'au deuxième, je disais quoi, on va vendre quoi la prochaine fois? La mer et les îles, et quelques temps après, j'ai lu dans un journal allemand qu'en effet, on conseillait aux Grecs de vendre les îles. Tout est marchandise pour eux. Voici qu'en Grèce, on démonte des voies ferrées, comme on l'a fait en Argentine. Pour quelle raison croyez-vous que la conséquence pourrait être une autre que celle qui s'est déjà observée ailleurs? Que la kleptocratie grecque, celle des prêtres qui ne payent pas d'impôts, des armateurs qui cachent leurs profits, et de cette masse immense d'argent volé au peuple grec et caché dans les banques suisses. Pourquoi croyez-vous que cela sera mieux supporté en Grèce qu'en Tunisie? Nulle part cela n'est supporté quand la misère se répand. Donc la chaîne va lâcher. Nous sommes donc tous au pied du mur d'avoir à formuler pour nos sociétés un projet politique. Ceci m'amène dans des sujets qui naturellement ne vous concernent pas à moins que, c'est à vous d'en faire la part. Voici ce que j'ai à dire. C'est une caractéristique de notre époque que les révolutions de notre temps seront toutes des révolutions citoyennes, c'est-à-dire mettant à l'ordre du jour le contrôle par chacun des affaires de tous, non en fonction de son intérêt personnel, mais de l'intérêt collectif. Non parce que nous serions tout d'un coup devenus une humanité meilleure, mais tout simplement parce que nous sommes tellement interdépendants les uns des autres, dans la vie en ville en particulier, et pour tous les actes sociaux, que nécessairement chacun d'entre nous est appelé à dire non pas ce qui est bon pour lui, mais ce qui est bon pour tous, ce qui fait spontanément de nous des citoyens et des républicains. Les révolutions de cette nature ne peuvent être conduites à leur terme que si elles s'appuient sur des stratégies cohérentes et pensées. Je voudrais vous dire que la démocratie n'est pas un projet en soi. Et que par conséquent, le projet démocrate ne suffit pas à constituer une alliance populaire suffisamment profonde pour que la révolution citoyenne puisse l'emporter par les voies démocratiques. Pourquoi? Parce qu'une révolution citoyenne n'a de sens que pour régler les problèmes sociaux que se posent les gens qui entreprennent la révolution elle-même. Il est donc vain, je le dis, étant comme vous tous un être éduqué de littérature, de culture, et me contentant de l'amour des autres pour tout potage. Mais il est vain de croire qu'on puisse se nourrir seulement de bonnes paroles. Il est vain de croire qu'on puisse se soigner sans moyen d'être soigné.
Il est vain de croire qu'on puisse être éduqués tous sans moyens pour être éduqués, et ainsi de suite. La révolution citoyenne mêle d'un même mouvement la question démocratique et la question sociale. Qui croit pouvoir se passer de la question sociale en traitant la question démocratique, un jour ou l'autre, inéluctablement est rattrapé par la question sociale. Et mieux vaut choisir ses alliés dans cette circonstance. Mieux vaut se présenter devant le peuple avec un discours qui tient compte de ces deux dimensions. Pourquoi est-ce que je vous dis tout cela? Je sais bien que ça ne concerne pas les Tunisiens. Cela ne nous concerne que nous, pauvres Français, à qui on oppose la fumée de je ne sais quel front républicain pour faire échec à un front national que les mêmes entretiennent matin, midi et soir en créant une frustration sociale généralisée, en abandonnant le pays au pillage et en laissant faire tous ceux qui veulent faire ce qu'ils veulent du moment que c'est au nom du marché. Et c'est par cette méthode-là que chaque jour on précipite les gens dans les bras de ceux qui leur disent leur responsable de ces catastrophes, c'est le voisin, celui qui n'a pas la bonne religion, celui qui n'a pas la bonne couleur de peau, plutôt que le capital que tu ne rencontres pas et dont personne ne te parle. C'est cette alliance mortelle qu'il faut rompre. Et nous la romprons par le plus haut niveau d'exigence possible. Quel est-il pour nous? D'abord, de ne pas nous tromper sur les centres de gravité géographiques qui nous lient. Il n'y a pas de destin possible pour le futur de la France, de l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce, du Portugal, indépendamment du sort des peuples de la façade maghrébine. Nous sommes liés, que cela nous plaise ou non. Nous avons des familles ensemble, nous avons des langues ensemble. Et dans ces conditions, la base familiale, communautaire existe qui nous lie les uns aux autres. En plus des raisons économiques que j'ai évoquées il y a un instant. Vous voyez, je ne vous parle de rien d'autre que de choses très concrètes. Je ne prends pas argument de l'amitié qui devrait nous lier simplement parce que nous sommes des êtres humains. Je vous parle de ce qui nous lie vraiment, concrètement, directement, et par-dessus tout. L'obligation que nous avons de faire face à notre responsabilité d'être humain devant l'écosystème. Et ceci prend pour nous tous le visage bien particulier, bien concret de l'avenir de la mer Méditerranée. Tout à l'heure, j'ai évoqué la crise écologique et je vous ai dit 7 milliards d'êtres humains, bientôt 9, tantôt 12. Tout ça va se produire en très peu de temps. La jeune génération qui est dans cette salle verra cette humanité. Comme moi, l'ai vu passer de 2,5 à 7. Vous le verrez. Et alors, vous verrez que les êtres humains, dans cet écosystème limité, devront trouver de nouvelles aires d'expansion pour leurs activités. Où voulez-vous qu'ils aillent? Nous ne sommes pas encore prêts à occuper les autres planètes, même si nous y mettons beaucoup d'efforts et d'inventivité. Le premier espace d'expansion de l'humanité, il est devant lui. Il recouvre 70% de la surface du globe. C'est la mer et les océans, dont l'essentiel est moins connu que la planète Mars, où se trouve l'essentiel de la biodiversité de la planète, dont l'essentiel des grands fonds est inconnu, où peuvent se dérouler de nouvelles formes de mise au service du développement humain de la nature. Mais il faudra cette fois-ci que ce soit une maîtrise raisonnée, responsable écologiquement, car après cela, il n'y aura plus d'aire d'expansion du tout. Voilà pourquoi nous pouvons formuler la nouvelle doctrine progressiste dans des termes nouveaux. Voici le résumé que je vous en propose, c'est celui de l'écosocialisme. Premièrement, il n'y a qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine. Donc, deuxièmement, il y a un intérêt général humain. Donc, troisièmement, il nous appartient
d'en définir le contenu et les modalités de prise en compte à la lumière de notre seule raison. Cela signifie que la délibération entre les êtres humains doit être libérée. Des vérités révélées qui ne peuvent servir qu'au secret du cœur de chacun, mais qui ne sont pas des arguments dans la mesure où ils ne sont pas discutables. Que ce soit les vérités révélées par la religion ou celles qui le sont par le marché. Par conséquent, quatrièmement, chacun d'entre nous est rendu responsable par son suffrage de la décision collective, non pas celle qui lui convient à lui, mais qui convient à tous. Ce qui signifie cinquièmement que nous sommes tous dépositaires du bien commun de l'humanité. Ainsi se trouve refondé l'ensemble de la doctrine progressiste, en harmonie avec l'exigence de notre responsabilité d'être humain devant notre écosystème. D'abord la démocratie par la libre discussion, ensuite la laïcité par la nécessité de séparer les institutions de l'État et de la délibération collective de toute vérité révélée, fût-elle religieuse ou mercantile. Enfin, celle du collectivisme et du socialisme, puisqu'elle nous rend mutuellement responsables les uns des autres, et qu'elle exige de nous, pour que la délibération soit réellement libre, qu'elle soit égalitaire, que les hommes n'y dominent pas les femmes, que les riches ne dominent pas les pauvres, pour que la décision puisse être réellement libre. Et enfin, le communisme, dans son intuition la plus lumineuse, la plus brillante, celle de l'idée que les êtres humains ont en commun des biens. Voilà la doctrine de l'écosocialisme. Il faut proposer à la jeune génération, non pas pour lui-même le mécanisme de la démocratie, parce qu'il serait préférable à l'autoritarisme, mais la démocratie républicaine comme le moyen de faire face aux défis de l'humanité. C'est cela à quoi vous êtes confrontés, vous autres Tunisiens. Vous êtes responsables de la mer Méditerranée comme moi-même je le suis. C'est par milliers qu'il faut appeler la jeune génération à chercher, à trouver, à s'organiser, à produire, pour permettre que nous ne laissions pas la mer Méditerranée devenir un cloaque où se déverseraient, comme c'est le cas aujourd'hui, les détritus de je ne sais combien de pays qui n'ont aucune organisation d'assainissement. Il faut que nous soyons capables d'en protéger la biodiversité, donc de la connaître. Nous avons besoin de milliers de chercheurs. Nous avons besoin d'installations en mer. Nous avons besoin, si nous ne voulons plus avoir recours aux énergies carbonées qui produisent de l'effet des gaz à effet de serre, nous avons besoin d'être capables d'exploiter la chaleur de la Terre elle-même, c'est-à-dire la géothermie, et de construire par dizaines les usines et les centrales géothermiques. Nous avons besoin d'exploiter le mouvement mécanique de la mer, qui est un mouvement gratuit, qui nous est donné aussi longtemps qu'il y aura la Lune et le Soleil dans l'espace, c'est-à-dire aussi longtemps que nous y serons pour les contempler. Ces mouvements de la mer qui nous permettent de produire l'électricité et l'énergie dont l'humanité a un besoin croissant, si nous ne voulons pas que ce qu'il reste de végétation y soit consacré dans les pays les plus pauvres, et que dans les autres pays on ait recours plus longtemps à cette énergie qui accroît les risques, même si elle est sûre aujourd'hui qu'est l'énergie nucléaire, en relation avec ce que je vous ai dit il y a un instant, des catastrophes naturelles qui dorénavant représentent les 2 tiers des dégâts qui sont commis sur la planète. Mais vous voyez bien que quand un tsunami a lieu, qui est un mouvement contre lequel personne ne peut rien, parce que c'est un tremblement de terre sous la mer, eh bien ce n'est pas pareil quand la vague du tsunami balaye des cabanes de pêcheurs que quand elle balaye 4 centrales nucléaires. Et pourtant c'est le même tsunami. C'est là qu'on voit l'interaction qu'il y a entre l'activité humaine, le déploiement des êtres humains sur les littoraux et les phénomènes de la nature. L'un amplifiant les dégâts que l'autre peut produire. Voilà de quoi nous sommes tous responsables à travers nos révolutions. Voilà le projet qu'il va falloir accomplir. Vous êtes à l'avant-poste